Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le mercredi 2 ou 3 août 2022 et je continue mes lectures, ma lecture du livre Histoire des grandes questions existentielles de Jean Chaline, et je suis arrivé à la partie qu'il consacre à Dieu, qui est toute petite par rapport à la science. Voilà, enfin je sais pas, mais on me dirait que la science est quand même pas mal, occupe pas mal de place, mais ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et donc voilà, je suis au deuxième sous-chapitre. C'est la théorie des quanta et Dieu, les échelles de l'univers et leurs lois distinctes. Alors je vous ai mis devant un peu d'animation. Voilà, on ramasse le blé en France. Beaucoup de blé a été planté et donc voilà la moissonneuse batteuse qui prend le blé d'un côté, qui coupe d'abord, qui fauche, qui sépare le blé de l'ivraie et qui ensuite recrache la paille qui servira à faire plein de choses autres que ça en fait. Et quand j'étais berger, on faisait ça, mais avec un cheval attelé dans la même région que je suis en fait. Voilà, j'étais berger de 8 ans à 12 ans au pays des justes. Voilà, donc je lis, je continue ma façon de faire, c'est-à-dire je lis et je digresse. Alors, les échelles de l'univers et leurs lois distinctes. Il va vous paraître étonnant, au terme de cet ouvrage de vulgarisation scientifique, religieuse et philosophique, d'envisager de se tourner vers une loi physique très particulière, la théorie des quanta, qui pour évoquer Dieu. C'est inhabituel et imprévu puisque Dieu ne répond pas aux critères des recherches scientifiques habituelles. Et bien pourtant, depuis 20 ans, j'écris sur la mécanique universelle. Dieu est dans le quarks, dans la plus petite forme qui compose l'atome. Et en fait qui est maintenant immatériel en réalité. Bon, il faut se souvenir que l'univers que nous avons évoqué est structuré en 3 grandes zones d'échelle différentes. Les plus petites sont celles des particules qui constituent l'univers et les structures fines des êtres vivants. Les échelles moyennes concernent le monde, le plus grand du vivant qui s'étend jusqu'aux petites structures astronomiques du système solaire. Il y a enfin les très grandes échelles des étoiles, des galaxies, des trous noirs et de l'univers. Or, selon les échelles considérées, ce ne sont pas les mêmes lois physiques qui s'appliquent, comme l'ont montré les chercheurs depuis Einstein. Aux très petites échelles, ce sont les lois de la physique quantique qui dominent. Mais à l'échelle du vivant et des petites échelles astronomiques, ce sont les lois déterministes de la physique classique de Newton qui s'appliquent. Quant aux grandes échelles astronomiques, selon Laurent Notal, ce sont des lois quasi-quantiques qui sont à l'œuvre. Rappelons en effet qu'à nos échelles, on peut considérer que le monde de notre système solaire est déterministe. C'est-à-dire que si l'on connaît la position et la vitesse d'un objet, à un instant donné,
la physique de Newton permet de calculer ses futurs états et déplacements successifs. Alors voilà, moi je reprends la main là. C'est ce que on utilisera, à mon sens, cette loi-là pour démontrer que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Donc prouver en fait toute la réflexion qu'il y a sur la mécanique universelle. C'est un système déterministe. Nous sommes séparés, distingués des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs. Si on trace une ligne entre les primates que nous étions, les hommes constructeurs que nous sommes, et qu'on la prolonge dans le futur, une ligne d'évolution, on se rendra compte qu'on atteindra la perfection, qui est, selon moi, la sagesse, l'unité et l'extase. Voilà, l'amour du prochain, enfin tout ce que les religions ont déjà entrevu de façon intuitive et mystique, magique. Voilà. On rapporte toujours la réponse que Simon de Laplace aurait fait au général Bonaparte, à qui il présentait la première édition de son exposition du système du monde. Le général lui aurait dit « Newton a parlé de Dieu dans son livre. J'ai déjà parcouru le vôtre et je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. » À quoi Laplace aurait répondu « Citoyen premier consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Ah, mais selon Hervé Feil, Laplace n'aurait jamais dit cela. Selon cet auteur, il aurait dit « Voici, je crois la vérité ». Newton, croyant que les perturbations séculaires dont il avait ébauché la théorie finiraient à la longue par détruire le système solaire, a dit quelque part que Dieu était obligé d'intervenir de temps en temps pour remédier au mal et remettre en quelque sorte ce système sur ses pieds. Eh bien, je ne suis pas si... je suis un peu d'accord avec Newton. De toute manière, je suis d'accord avec les Newton, les Leibniz, les Spinoza, les Hegel, les Platon, les Aristote, les Al-Farabi, les Ibn Arabi, les autres, quoi, tous ces grands philosophes. Maïmonide, Saint-Augustin, etc., etc. Je suis entièrement d'accord avec tous ces philosophes qui étaient des grands mystiques finalement. Pascal, etc. Wittgenstein, Husserl, Nietzsche, voilà, des grands spirituels. Je suis entièrement d'accord avec eux. Parce que, voilà, ils racontent pas des cracks, quoi. Ils écrivent pas pour amuser le public. C'est pas les grands philosophes, ce sont des purs et durs, quoi. Hein. Alors oui, de temps en temps, ils disent des âneries. Voilà, enfin des âneries, des choses qui correspondent plus à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Voilà, quand Aristote parle de l'esclave par nature, ou quand Hegel a des propos vraiment contestables à plein de niveaux, voilà, on a le droit de critiquer tout ça, mais il n'empêche que ils trichaient pas, quoi. Voilà, ils étaient dans leur et c'est comme ça que je pense se distingue vraiment la philosophie. Laplace signifiait que lui
n'avait pas eu besoin d'une telle supposition. Ce n'était pas Dieu qu'il traitait d'hypothèse, mais son intervention directe en un point déterminé. Bien sûr, mais pourtant, alors si Dieu, évidemment, n'intervient pas en un point déterminé, bien sûr qu'on ne peut pas imaginer les choses comme ça, comme Newton le pensait, mais Dieu a créé un monde tellement logique, tellement juste, tellement parfait, même dans ce qu'on pourrait imaginer comme l'imperfection, le mal, etc., mais qui en fait est une condition obligatoire de l'évolution vers la perfection. Alors, il y a certainement des compensations à ce mal qui est dispatché à l'humanité, dont certains humains doivent souffrir plus que d'autres. Il y a quelque chose de... On découvrira, l'humanité découvrira une justice à travers cette injustice qui semble être une injustice. Il y a une justice profonde derrière. Voilà. J'essaie de le démontrer à travers ma philosophie, mais disons qu'on le démontrera de façon claire et rationnelle. C'est clair. Voilà. Donc, nous sommes à combien là de minutes? 11 minutes seulement, alors je continue. Alors, de la théorie des quanta à la mécanique quantique, et non pas la mécanique universelle, que nom assez curieux qui s'est imposé un jour d'ivresse au Morrison, figurez-vous, fameux bar, fameux pub irlandais de Cannes, voilà. Eh bien, un jour où j'étais au tout début de la mécanique universelle, j'étais un peu ivre, j'étais là, je cherchais un nom, et celui-ci s'est imposé, comme en fait s'est imposé la première phrase qui m'a mis sur la voie de cette théorie. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Elle est montée comme ça, de façon complètement magique, mystique, incroyable, et de la même manière, le nom mécanique universelle s'est imposé comme ça, sans que j'y réfléchisse. C'est quelque chose de parfaitement intuitif. Et d'ailleurs, la plupart des choses que je fais, que je dis, c'est de l'intuition. Alors, je recommence ma lecture. Mais les développements de la physique quantique, la branche de la physique des petites échelles, est en train de renouveler les applications de cette discipline. La théorie des quanta explore en effet le monde inaccessible de l'infiniment petit. De quoi s'agit-il? C'est une théorie inventée en 1900 par Max Planck. Alors ce Max Planck, c'est quand même un sacré personnage. C'est lui qui a fait le mur de Planck derrière lequel se tient finalement le principe créateur. Le mur de Planck, ça serait... Bon, il faut toujours vérifier, mais dire, parce que je lis les choses en diagonale, voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, le mur de Planck, c'est la plus petite, le plus loin qu'on puisse remonter vers le Big Bang. 10 puissance moins 45 ou 49 microsecondes, je ne sais pas si c'est en secondes, juste avant l'explosion du Big Bang, quoi. Juste après l'explosion du Big Bang. Jusqu'à là, on peut comprendre les choses, et après, qu'est-ce qu'il y a avant l'explosion du Big Bang qui a mis en œuvre l'univers? Eh bien, voilà le mystère que l'humanité cherche à atteindre, à découvrir, à détecter, à éclairer. Alors, cette théorie inventée en 1900 par Max Planck, qui a été discutée lors de la réunion des physiciens à Bruxelles en 1927, selon laquelle l'énergie et la matière... Voilà, alors, la réunion des physiciens, et en même temps, en 1927, il y avait la réunion des criminels,
qui se mettaient en œuvre de l'autre côté. C'est quand même, voilà, le monde tel qu'il est. Selon laquelle l'énergie et la matière, aux très petites échelles atomiques et subatomiques, ne peuvent émettre ou absorber des radiations électromagnétiques que par petits paquets, appelés les quanta. Oh, c'est incroyable. Ça, je ne savais pas. Que par paquet. Il y a quelque chose là, on ne peut pas... C'est tellement petit qu'il faut une somme pour donner de la lumière ou pour éteindre la lumière. Cela signifie que l'énergie comme la matière sont discontinues. Cette approche a permis de faire le lien entre la physique classique et le problème inexplicable par celle-ci, comme le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique ou l'existence des raies spectrales des étoiles. Elle a permis de comprendre la structure de l'atome et l'existence des particules élémentaires. Cette théorie intégrait d'autres recherches, comme celle décrivant les lois des équilibres et des fluctuations thermiques, c'est-à-dire les principes de la thermodynamique, qu'il n'est pas nécessaire d'analyser ici. Ben non, sauf que moi je ne sais même pas de quoi il parle. Ce fut une grande époque de découverte entre 1900 et 1930. Parmi les grands noms attachés à cette théorie et leurs découvertes majeures, il faut ajouter à Max Planck ceux d'Albert Einstein, de Niels Bohr, de Wolfgang de Pauli, d'Erwin Schrödinger, de Werner Heisenberg, de Louis de Broglie, de Paul Dirac, voilà. Et là, on voit que l'association des grands de la pensée peut se faire tranquillement dans cette humanité. Alors, bientôt, cette association, c'est au lieu que ce soit des physiciens, ce seront les physiciens montrent qu'il est possible de travailler ensemble. Et bientôt, ce sera les spirituels, les religieux. Ça commence à différents endroits. Les hommes cherchent sont très œcuméniques de toute manière. On va vers cela. Ça sera pareil pour les politiques, les politiciens. Ils commencent aussi, mais ils le font en clans. Ils montent simplement de clans. C'est-à-dire que, voilà, là, ils sont en train de constituer deux clans. Ils avaient bien commencé avec le G20, etc., etc. Et puis là, ils sont en train de reformer deux clans sous l'impulsion de l'Occident, d'ailleurs. Le clan occidental qui réunira un peu, ils vont tous à la pêche, essayer de rappeler de leur côté les pays en voie de développement, etc. Et le clan chinois de l'autre côté, les BRICS, donc qui a déjà commencé avec les BRICS, et chacun va aller rejoindre un de ces deux camps. Voilà, c'est comme ça que l'humanité peut évoluer. Elle n'est pas encore arrivée à la période de l'unité. On a construit les structures de l'unification, c'est-à-dire l'ONU, etc. Tout ça, on a toutes les structures, mais il faut encore raboter l'ego, l'agressivité des hommes. Il faut les envoyer à la guerre. Il faut épuiser les pulsions de compétition, les trucs comme ça. Et donc, on est en train de shunter le continental. On est passé d'abord, la première forme de l'humanité, c'était un petit clan, sans doute, de primates qui se sont rassemblés. Ces primates se sont diversifiés, ont fait ce que le judaïsme a mis en avant dès le début, là. Reproduisez-vous et allez conquérir la terre. Et ben voilà, ce premier petit clan de primates s'est multiplié. Il a fait plusieurs clans. Des clans sont partis un peu
plus loin, etc. Puis ils se sont répandus, ils ont colonisé l'Afrique sans doute, puis ils se sont répandus plus loin en Europe, enfin voilà, l'Asie, etc. Ils ont colonisé l'ensemble du peuple. En même temps, ils se sont réunis, plusieurs clans se sont réunis autour d'une tribu. La tribu, c'était la réunion de plusieurs clans. Puis plusieurs tribus se sont réunies pour former des cités. Ils amenaient chacun leur dieu, donc ça a formé les polythéismes. Et puis plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays. Les pays ont évolué en nations, c'est-à-dire le pays c'est ethnique, c'est la réunion d'une seule ethnie, plus ou moins, c'est une ethnie qui domine. La nation, c'est quelque chose d'un peu plus haut, qui fait que plusieurs communautés religieuses, plusieurs couleurs de peau, plusieurs ethnies, etc., se rassemblent au sein d'une même communauté et fraternisent. Donc ça, c'est la nation. Maintenant, normalement, on aurait dû passer dans le concert des nations, qu'on a commencé avec l'Europe, voilà, c'est un concert des nations. L'Amérique, ça aurait été l'Asie, c'est l'ASEAN, l'EU, la communauté européenne, l'OUA pour l'Afrique, etc. Ça, on aurait dû passer à ce niveau-là, mais apparemment, on est en train de chanter cette nouvelle agglomération pour arriver à quelque chose de binaire. Voilà, les Russes, les Chinois, américains. Et chacun devra se ranger derrière l'un ou l'autre pour la compétition qui prédomine. Mais au final, la finalité de cette évolution, c'est l'unité mondiale. Voilà, on y va, quoi qu'il arrive, à l'unité mondiale. Donc je reprends ma lecture. En premier, pour bien comprendre la mécanique quantique, il faut faire fi de beaucoup de nos conceptions physiques classiques, les oublier momentanément pour essayer d'en intégrer de nouvelles totalement déstabilisantes. Mais l'effort est rentable par les possibilités et les nouveaux horizons qu'elle ouvre à notre compréhension du monde. La physique quantique est très déroutante parce que ses prédictions ne peuvent être que probabilistes, comme l'a montré Heisenberg. Mais parce que la probabilité, c'est simplement une incompréhension encore. Ou alors, le système, dit Dieu, allez, bon, moi je parle comme ça, Dieu, il a utilisé le système de la probabilité comme pour être sûr de faire les choses. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre de spermatozoïdes qui peut aller féconder un œuf fait que la vie est obligée d'être le nombre de tentatives, il y a tellement de tentatives que forcément la vie doit se faire telle qu'elle se fait, même si c'est parce que c'est la probabilité, c'est plus une probabilité, c'est une certitude. Et je pense que c'est des certitudes finalement qui se passent, qu'ils appellent probabilité. C'est scientifique. Bonjour. En fait, je pense que ce sont des certitudes en fait, sous la forme de probabilité, parce que on n'arrive pas à le calculer, mais au final, il y a toujours une réussite en règle générale. Le vivant ne peut pas, par exemple, l'humanité est obligée d'apparaître parce que le nombre de tentatives est tel que c'est obligatoire. Comme par exemple, voilà, on a 3 dés, on jette les dés, et si on a un nombre illimité de tentatives, on tombera toujours forcément sur 666. Voilà, il y aura toujours un moment où on tombera sur 666. Donc il y a une obligation à ce que ça arrive. C'est impossible que, peut-être que sur 10 coups on n'y arrive pas, sur 100 coups peut-être qu'on n'y arrive pas,
peut-être que sur 1000 coups on n'y arrive pas, mais sur 100 000 coups, c'est obligatoire qu'on fasse 6-6-6. Et bien c'est comme ça que ça se passe pour moi. Voilà. Alors, c'est une... Alors, en effet, par rapport à la physique quantique classique, les objets de la physique quantique sont des éléments à la fois particules, photons, électrons, quarks et ondes, dont on ne peut jamais mesurer avec précision ni la position ni la vitesse. Sauf que ils sont toujours dans une position. Et la position dans laquelle ils sont, si nous on ne peut pas la mesurer, en réalité, c'était obligatoire qu'elle soit à cette position-là. Voilà, c'est juste notre échelle de calcul qui est encore trop infime, trop pas assez puissante. On peut seulement calculer leur probabilité de position. C'est une spécialité si ésotérique et complexe pour nos questionnements que même un physicien comme Richard Feynman a affirmé, je pense pouvoir dire sans trop me tromper, que personne ne comprend la physique quantique. Eh bien peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est la compréhension de la physique quantique au final. Voilà. J'aimerais bien que quelques physiciens, si un physicien passe par là, qu'il puisse dire, eh ben, peut-être, oui, au final, parce que je sais, j'ai vu cette expérience-là, où on envoie un électron et on sait pas, entre deux trous, et on ne sait pas, on ne peut pas déterminer lequel il va choisir pour aller frapper la plaque de verre qui est derrière. Mais en fait, on ne sait pas nous, mais lui le sait. Quelque chose le sait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça serait intéressant. Bon, voilà. C'est pourquoi il n'y a pas de consensus. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas craindre de l'aborder sans complexe, d'une façon aussi simple que possible, c'est mon cas, sans équation ni calcul, en essayant d'imaginer seulement les conséquences possibles de ces principes pouvant expliquer de nombreux phénomènes du psychisme humain inexplicables actuellement. Il a raison. Bon, moi je découvre en même temps que je lis, hein. Je ne l'ai pas lu avant ce livre. Donc c'est tout à fait complètement intuitif. Comme le rappelle Brian Greene, la physique quantique est sous-jacente à tous les processus physiques depuis la fusion atomique au sein du Soleil, jusqu'aux impulsions neuronales responsables de la pensée humaine. Les neurologues l'ont bien compris en impliquant la physique quantique dans l'analyse du fonctionnement du cerveau. Cette théorie a ainsi mis en évidence de nouveaux concepts difficiles à expliquer comme la dualité corpuscule-onde, la superposition quantique et l'intrication quantique. Essayons seulement de comprendre ce dernier phénomène de l'intrication quantique qui pourrait avoir des conséquences imprévues en dehors de la physique quantique. Voilà, je suis arrivé à la fin de ce sous-chapitre. Eh bien oui, sans doute, et c'est la même chose pour tout ce qui nous est explicable. Et c'est pour ça que dans une des vidéos précédentes, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 vidéos de ça, par rapport à l'échelle de calcul des ordinateurs, on arrivera à des échelles complètement incroyables, quoi, et qui pourront très certainement, selon moi, calculer toutes ces improbabilités, tout ce côté probabiliste, tout ce côté qu'on n'arrive pas encore à déterminer. Les ordinateurs de l'an 2150 ou 120 dans 100 ans, ou dans 200 ans ou dans 300 ans, seront aptes à calculer tout ça et à déterminer exactement pourquoi la particule ou l'onde, pourquoi en projetant une particule à une vitesse accélérée dans le système avec ces 2 trous, pour quelle raison la particule va aller se poser, pourquoi la particule va aller se poser d'un côté ou de l'autre. Les ordinateurs
du futur sauront faire ça. Voilà, j'en suis certain.